Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être fidèle à nos programmes. Bienvenue dans ce 1945. Le procureur de la République sur les circonstances du décès de François Mancabou. Le détenu se serait volontairement cogné la tête contre les grilles de sa cellule avant d'être acheminé à l'hôpital pour des soins. Et l'avocat de François Mancabou tient un autre discours. Maître Ousseynou Gaye déclare que son client a été sévèrement torturé parce qu'il a refusé de signer le procès-verbal. Vous l'entendrez plus en détail. Et dans ce dossier des forces spéciales, il y a aussi la disparition d'un autre détenu. L'inquiétante évasion de Pape Mamadou Seck suscite énormément de polémiques. Et dans cette édition, la version de l'administration pénitentiaire, elle s'en tient à ce que l'on sait déjà. Il se serait évadé du pavillon spécial de l'hôpital Aristide Le Dantec. On va ensuite s'intéresser à la première journée d'examen du baccalauréat. Les candidats ont passé les premières épreuves ce jeudi. Le ministère de l'Éducation nationale n'a pour le moment signalé aucun manquement. À la une donc, les précisions du procureur de la République sur le décès de François Mancabou la nuit dernière. Il aurait lui-même provoqué un accident qui lui a valu une évacuation à l'hôpital principal de Dakar pour des soins. Et selon le procureur, le détenu s'est volontairement cogné la tête dans sa cellule. Amadi Diouf est au micro de Charles et Mafalfal. François Mancabou a, pour ce qui le concerne, violemment cogné le mur et les grilles de la cellule de rétention sans que l'on sache réellement ses motivations profondes. Je dois dire à ce propos et sur ce plan que les enquêteurs disposent d'images vidéo de 13 minutes qui seront versées dans la procédure. Je voudrais dire en d'autres termes que tous les incidents qui ont pu déboucher sur cette issue fatale, des vidéos et des images vidéo sont détenues actuellement par les enquêteurs, lesquelles images seront versées dans le cadre de l'enquête qui sera conduite. Pour ma part, en procureur de la République, aussitôt informé du décès de François Mancabou, j'ai donné des instructions à la division des investigations criminelles d'ouvrir instamment une enquête diligente, exhaustive et rigoureuse sous mon autorité directe afin de déterminer les causes et circonstances exactes du décès. Dans cette perspective, je dois vous annoncer qu'une autopsie a été instamment ordonnée par le ministère public. Maître Ousseynou Gaye est l'avocat de François Mancabou. Il maintient sa version. Son client a été sévèrement torturé après son refus de signer le procès-verbal. Il annonce ainsi une plainte auprès de la CPI, la Cour pénale internationale, et auprès du tribunal judiciaire de Paris. Migui Maramdia est la choix pour nous. Il n'attendait que quelques heures, voire quelques jours pour mourir, à la suite de tortures qu'il a subies au niveau de la sûreté urbaine de Dakar. Juste parce que tout simplement cet individu a refusé d'apposer sa signature sur un procès-verbal d'enquête dans lequel procès-verbal on avait une audition différente de ce qu'il disait. Il a refusé et on l'a torturé à mort. Voilà, ces tortures-là sont la conséquence et la cause efficiente de son décès. Il n'y a pas de doute là-dessus. D'abord, nous avons quand même quelque chose d'extraordinaire parce que c'est l'hôpital principal lui-même qui nous délivre un avis de décès. Vous ne rêvez pas, l'hôpital a délivré un avis de décès alors qu'on attendait un certificat médical. Donc, on n'a pas un certificat de genre de mort, bien évidemment. C'est en droite ligne de ce qui se passe depuis le début parce que même lorsque la famille a désigné un médecin, donc la direction de l'hôpital a refusé justement que ce médecin désigné par la famille puisse faire une contre-expertise, donc une contre-explication. Et ça continue jusqu'à présent, même après le décès. C'est l'hôpital qui délivre un avis de décès. Je dis bien que vous ne rêvez pas, c'est un avis de décès qu'on a reçu. Donc nous attendons un certificat de genre de mort pour au moins qu'on nous édifie sur sa mort. Mais nous attendons également le dossier médical. De toute façon, si on ne le délivre pas à temps et à bonne date, nous saisirons justement les juridictions pour pouvoir disposer de ça. Ce qui est clair, c'est qu'au-delà de tout ça,
nous avons également des actions à mener. Parce que tous les coupables quand même de cet acte ignoble seront, nous allons saisir la CPI, la Cour pénale internationale. Nous allons également saisir le tribunal judiciaire de Paris, qui a une compétence pour régler donc ce genre de torture, de délits dans l'espace Schengen, ce qui fait que dès l'instant que ces gens-là vont mettre leurs pieds en Europe, ils seront justement entendus sur ces faits-là. Et le directeur exécutif d'Amnesty International section Sénégal exige une autopsie, une enquête sérieuse sur les circonstances du décès. Seydi Gassama, que je propose d'écouter. Nous demandons à ce qu'une enquête indépendante soit menée pour faire la lumière sur les conditions de décès de M. Mancabou. M. Mancabou avait quand même été interpellé chez lui en très bonne santé, conduit à la sûreté urbaine où il est resté près d'une semaine. Et c'est seulement après une semaine de détention qu'il a été conduit en très mauvais état de santé physique à l'hôpital principal où il a été admis en urgence, puis en réanimation. Et il est finalement décédé hier nuit. Ce décès, évidemment, demande une enquête indépendante. Et cette enquête indépendante ne peut avoir lieu sans une autopsie, n'est-ce pas, menée par un médecin qui a la confiance non seulement du parquet, mais aussi de l'avocat et de la famille de M. Mancabou. C'est simplement inacceptable qu'une personne décède dans un hôpital et qu'on parle de mort accidentelle. Lorsqu'une personne décède dans un hôpital, on établit un certificat de genre de mort en bonne et due forme où on décrit l'état dans lequel on a reçu la personne et évidemment les conditions dans lesquelles la personne est morte. L'hôpital principal n'a pas fait cela. Ils ont plutôt fait un avis de décès où il parle de mort accidentelle. Vous comprenez que cela est totalement insuffisant et inacceptable, aussi bien pour la famille que pour toutes les organisations de droits. Une évasion a mis des interrogations à dissiper. C'est pour cela que l'administration pénitentiaire a apporté des précisions aujourd'hui sur le cas Pape Mamadou Seck. Elle confirme que le détenu s'est bien évadé alors qu'il était placé au pavillon spécial de l'hôpital Aristide Le Dantec pour, vous le savez, des raisons sanitaires très sérieuses. Amadou Barry nous en dit davantage. Alors que le rumeur le plus folle circule actuellement autour du sort de l'évadé Pape Mamadou Seck, l'administration pénitentiaire a tenu à apporter sa version des faits en narrant les circonstances de son court séjour carcéral jusqu'à l'évasion de ce prisonnier arrêté le 29 juin dernier. Le directeur de l'administration pénitentiaire a expliqué que le sieur Seck est arrivé souffrant d'une maladie qui a nécessité son hospitalisation au pavillon spécial de l'hôpital Le Dantec. C'est dans la nuit du 9 au 10 juillet qu'on nous a rapporté l'information de l'évasion du détenu Pape Mamadou Seck. Cela après 10 jours de séjour carcéral. C'est ce qui s'est passé. Il n'y a pas à spéculer sur autre chose. Se voulant le plus transparent possible, celui qui dirige les prisons du pays a exhibé le dossier médical de l'évadé sans se pencher sur la maladie dont il souffre, secret médical oblige. Affirmant que les interrogations sur les raisons de cette évasion sont légitimes, mais le sujet est pris très au sérieux, rassure-t-on. Dans notre profession, c'est l'une des pires choses qui puissent arriver. Cela fait très mal quand un prisonnier se fait la belle. Cela veut dire qu'il y a faille quelque part. On est en train de tirer toutes les conséquences d'un tel acte et nous avons déjà des pistes. C'est ainsi que des sanctions ont été prises contre le premier responsable. En attendant les conclusions de l'enquête judiciaire ouverte, un avis de recherche a été également lancé pour retrouver le fugitif. Recherche se poursuit. L'évadé reste introuvable, mais il est activement recherché. En attendant, l'institution a tenu à lui envoyer un message pour, dit-on, dans son intérêt. J'appelle Pape Mamadou Seck à se ressaisir et se rendre pour son bien. Primo, il doit continuer ses soins au pavillon spécial. Deuxio, il doit faire face à la justice pour les accusations dont il fait l'objet. La direction pénitentiaire appelle l'opinion à une franche collaboration pour retrouver la personne la plus activement recherchée actuellement du pays.
L'autre titre de ce jeudi, jour 1 des épreuves du baccalauréat 2022, une délégation du ministère de l'Éducation nationale a effectué une visite dans les différents centres d'examen. Le baccalauréat de cette année compte quelques 147 673 inscrits et cette première journée s'est bien déroulée, nous dit Seynabou Babou. Empruntant les escaliers, la délégation ministérielle se dirige dans les salles d'examen pour constater le déroulement des épreuves. Des conseils et encouragements sont prodigués à l'endroit des candidats avant de leur souhaiter bonne chance. Selon l'inspecteur d'académie de Dakar, toutes les conditions sont réunies pour un bon déroulement des épreuves. Nous avons noté une présence massive des candidats. Une présence également très satisfaisante du personnel de surveillance et d'encadrement, mais également une présence remarquable et remarquée des forces de défense et de sécurité qui accompagnent en fait le processus pour des soucis de sécurité. Le directeur de l'Office du bac rassure également pas de dysfonctionnement noté à Dakar, mais aussi dans les autres localités. Nous avons fait le tour de centres et nous avons aussi des échos des autres localités. Et comme il l'a dit, les échos sont rassurants, il n'y a pas de dysfonctionnement depuis ce matin. Maintenant, pour les statistiques sur le taux de participation, on pourra y revenir peut-être ultérieurement. Mais ce qui est noté, c'est qu'il n'y a pas de dysfonctionnement d'un point de vue organisationnel. Ils sont au total 147 763 candidats à la quête du précieux parchemin qui va leur ouvrir les portes des études supérieures. En attendant, ils vont devoir affronter le stress et les épreuves pour atteindre cet objectif. Et le département de Pikine-Guédiawaye compte 20 156 candidats. L'inspecteur d'académie s'est rendu sur le terrain pour évaluer les dispositifs mis en place. Gana Sen a ensuite livré ses impressions au micro de Boudandjadj. L'examen se déroule normalement, à l'instar de ce qui se passe présentement au Collège Notre-Dame. Donc les surveillants, comme il l'a dit, sont venus en masse. Les présidents de jury et autres acteurs impliqués dans le cadre de l'organisation de cet examen également sont sur place. Quant aux correcteurs, comme nous le savons, ils arrivent au fur et à mesure, donc ils n'arrivent pas tous en même temps. Globalement, l'examen se déroule normalement. Aucun incident, en tout cas, ne nous a été signalé. L'académie de Pikine-Guédiawaye et celle de Thiès accueillent le plus grand nombre de candidats au niveau national. Donc cette année, nous avons au total 20 156 candidats, dont 11 875 filles, soit donc 58,91%, contre 8 281 garçons. Le département de Guédiawaye polarise 41% des candidats, celui de Pikine 33% et Kermassar, le nouveau département, à peu près 25%. Par rapport à l'année dernière, nous avons noté une légère baisse, mais globalement, il faut saluer quand même la présence des filles, mais déplorer en tout cas la faible représentation dans les filières scientifiques. Mais jusqu'au moment où je vous parle, les statistiques que nous avons reçues, et qui représentent à peu près vraiment 60% des statistiques au niveau de l'académie, montrent un taux de présence entre 95 et 96%. L'aéroport international de Saint-Louis porte désormais le nom de Ousmane Masseck Ndiaye. D'un coût global de 23 milliards de francs CFA, l'infrastructure inaugurée aujourd'hui par le chef de l'État est dotée de toutes les commodités modernes. Direction Saint-Louis où nous retrouvons Momar Alessian et Mokhtar Seck. C'est une foule immense qui a accueilli ce matin le président de la République venu inaugurer l'aéroport international de Saint-Louis. Saint-Louis mérite donc cette plateforme aérienne moderne qui comprend entre autres une piste, on l'a indiqué, de 2450 mètres de long avec 45 mètres de large, mais également un dispositif d'assistance au sol et de lutte contre les incendies, une tour de contrôle aux normes internationales et tous les moyens d'aide à la navigation. Le coût global des travaux s'élève pour Saint-Louis à 23 milliards 262 millions de francs CFA.
200 emplois directs sont générés ici, en plus d'autres activités liées à l'exploitation de l'aéroport. L'infrastructure aéroportuaire porte désormais le nom de feu Ousmane Masseck Ndiaye, à qui le président de la République a tenu à rendre un vibrant hommage. J'ai donné le nom de l'aéroport international de Saint-Louis à feu Ousmane Masseck Ndiaye. Ousmane qui fut un Saint-Louisien achevé, un Saint-Louisien de cœur. Je me rappelle nos nombreux voyages ici à Saint-Louis pour l'accompagner d'abord dans la conquête de la commune de Saint-Louis et dans l'exercice de sa charge. Il avait beaucoup d'ambition pour cette ville. Après l'aéroport international Ousmane Masseck Ndiaye, le chef de l'État a procédé au lancement des travaux de relogement définitif des sinistrés de la Langue de Barbarie et à la pose de la première pierre de l'hôpital de niveau 4 que l'on va construire à Saint-Louis. Après plusieurs mois d'attente aussi, les populations de Keur-Massar peuvent désormais faire usage de l'autopont. L'infrastructure a été inaugurée ce mercredi. Les usagers appelés à bien l'entretenir. Boudaljadj. Les habitants du nouveau département de Keur-Massar peuvent pousser un ouf de soulagement avec l'ouverture de l'autopont, construit à coût de milliards par le gouvernement du Sénégal. Tout d'abord, nous rendons grâce à Dieu. Ça n'a été pas facile du tout. Durant les un an passé, nous avons eu à travers pas mal de problèmes. Mais alhamdoulilah, par la grâce de Dieu, tout s'est bien terminé. Nous avons pu donner à la population massaroise un tel bijou. Contente d'être là aujourd'hui parce que, quoi qu'on puisse dire, vraiment, c'est un travail remarquable que l'État du Sénégal vient de bâtir au niveau de Keur-Massar. Avant ce pont, il était énormément difficile de se déplacer dans la ville de Keur-Massar. En tant que résident, c'est un ouf de soulagement. Autrefois, au temps des embouteillages, on faisait des kilomètres pour venir à Keur-Massar. On descendait du pont de l'ascenseur jusqu'à presque 2 kilomètres. On faisait une marche. Ou bien, si vous restez, par exemple, dans le bus, vous faites 2 heures de temps entre le pont de l'apéage et la station d'essence. Oui. Avec l'ouverture de l'autopont, les habitants de Keur-Massar demandent aux autorités de veiller à l'entretien de ce joyau. Nous respectons le code de la route. Nous respectons aussi les lignes de filles. Nous les defal. Nous yombalante aussi, nous balante aussi, manam ci xol yi ñu bon ko ñu baña xatal xol yi dal. Waaw. Ñu respecté ko, ñu respecté code de la route bi rek. Waaw, ñu muñalante dal. Askanu Keur-Massar sant gouvernement bu Sénégal ci autopont bu rafet bi mu leen defal di ñaan autorité yi ak population bi ñu gëna farlu ci entretien ouvrage bi lé. Toutes nos excuses pour ces mots en wolof. À présent, notre reportage du soir à la plage. Malgré les nouvelles directives du ministère de l'Intérieur, les Sénégalais sont encore nombreux à fréquenter les plages, surtout en cette période de vacances et de forte chaleur. Mais ils restent tout de même prudents. Ami Diouf. Le soleil brille sur la mer à cette heure de la journée et sous l'effet du vent, les vagues frappent fort. La plage de Mermoz, un lieu très fréquenté pour la baignade malgré l'interdiction. Sur place, notre attention est activée par la présence de plusieurs enfants. Serigne Fallou est conscient du danger de cette plage, mais il ne peut pas s'en passer. Je viens souvent ici pour me baigner à cause de la chaleur. Certes, cette plage est très dangereuse, mais je ne peux m'empêcher de venir pour me rafraîchir. L'essentiel, c'est de ne pas aller trop loin en me baignant. Plus loin, Malik Koita, en train de se baigner, il nous confie qu'il a appris la nouvelle, raison pour laquelle elle a pris ses précautions. Ouais, je suis prudent, hein, parce qu'en suivant, moi, je ne me baigne pas jusqu'au fond, je suis jusqu'à côté, quoi. Bon, c'était plein, quoi. C'est pour cela que je ne peux pas me laver, parce que c'est pas sûr, tu vois. C'était hier. J'étais au courant depuis aujourd'hui, ce matin vers 10h. Hein. Aujourd'hui, je n'ai pas parti travailler, quoi. C'est pour cela que je suis venu. Bon,
me baigner, quoi. C'est un peu calme aujourd'hui, quoi. Pour assurer la sécurité de ceux qui fréquentent la plage, les maîtres nageurs sont sur les lieux de 9h à 18h. Nous surveillons les baigneurs. Cette plage est trop dangereuse parce qu'il y a un courant marin qui est très intense. Mais nous prenons nos devants. En cas de marée haute, nous interdisons strictement la baignade. Les statistiques de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers révèlent qu'au Sénégal, sur un total de 110 cas de noyade signalés, 89 ont perdu la vie. Pour faire face à ces cas de noyade, un nouveau protocole a été adopté par le ministre de l'Intérieur en collaboration avec les acteurs. Merci beaucoup Amélie pour ce reportage. En plus bref, la visite officielle à Dakar du shérif Cheikh Sidi Ali Tijani Bel Arabi, visite prévue du 14 au 25 juillet 2022. Le khalife souhaite renforcer les liens entre toutes les familles, les disciples et les adeptes de la tariqa au Sénégal. Il mettra également à profit son séjour pour encourager et soutenir les pôles de la confrérie qui œuvrent pour la transmission du message de l'islam, appelant à la fraternité, la cohabitation, la tolérance, la sagesse, le dialogue et la paix. Quelques actualités des sports à présent. Le directeur technique national de basketball revient sur les raisons du limogeage de Boniface Ndong. Moustapha Gueye évoque la pétition initiée par le désormais ancien sélectionneur. Il s'agit selon lui d'une faute professionnelle que la Fédération sénégalaise de basketball ne pouvait pas laisser passer. Et pour ce qui est des problèmes de voyage des équipes nationales, la Fédération promet d'y mettre fin dans les plus bref délai. Les détails, c'est avec Pape Madjaratessar et Barresso. La pétition initiée par Boniface Ndong n'a pas été du goût de la Fédération sénégalaise de basketball. C'est le seul motif de son limogeage, selon le directeur technique national. Aucune personne, aucun entraîneur au monde ne peut être en mission et initier. Je ne parle même pas de signer, mais initier une pétition. C'est inadmissible. Même Boni, s'il était champion du monde, moi, j'allais initier son licenciement. C'est irrespectueux, c'est inadmissible. Donc voilà ce qui s'est passé brièvement. C'est la seule raison de son limogeage. Dans sa longue lettre, après son limogeage de la tête de la sélection nationale masculine, Boniface Ndong accuse la fédération de lui avoir refusé d'engager un préparateur physique. Une accusation bottée en touche par Moustapha Gueye. Alors pour 3 jours d'entraînement, de mise en place de schéma, 3 jours de compétition, nous n'avons pas jugé utile d'envoyer un préparateur. Et lui-même, personne, aucun entraîneur, aucun sélectionneur ne nous a demandé un préparateur physique pendant cette période de fenêtre FIBA. Donc j'ai été étonné de voir qu'il aurait suggéré. Non, ça n'a jamais été le cas. Sur les conditions de voyage de l'équipe nationale, le DTN confirme les soucis et promet des améliorations. Et ça, le président de la fédération a été clair. On fera beaucoup d'efforts sur les plans de voyage. On évitera dans le futur des escales très longues et vraiment des parcours difficiles. Ça, c'est une réalité, c'est quelque chose que nous devons faire vraiment pour nos équipes nationales. Exit donc Boniface Ndong et place à Ngagne de Sagana Diop pour le management des Lions du basketball. Le nouvel entraîneur est déjà dans la préparation de la prochaine fenêtre de qualification au mondial avec la publication d'une liste de 18 joueurs présélectionnés. Moustapha Gueye qui a donc confirmé la nomination de Ngagne Desagana Diop. Le directeur technique national confie avoir posé comme condition au nouvel entraîneur des Lions d'accepter la mission en prenant en compte les moyens disponibles et il a tout simplement accepté. Le voici. Pour venir endosser son blouson de sélection du Sénégal. Ce sont des réalités différentes. Nous avons des avancées notoires dans l'organisation, l'organisation des voyages, dans les primes, beaucoup d'avancées, mais encore des choses à améliorer. Donc, de Sagana, première condition, accepter notre feuille de route, accepter nos conditions sénégalaises. Je pense que j'ai frappé à la bonne porte parce que j'ai eu l'écoute très attentive de Sagana. Et son discours vraiment m'a convaincu que nous avons affaire à une bonne personne. Je pense qu'il va mener à bon port notre équipe vers ses objectifs. Nous avons pris du retard
par rapport aux qualifications, mais que tout est encore possible. Et je pense que l'équipe nationale doit jouer sa chance jusqu'au bout. Et nous allons remobiliser nos troupes, ce qui a déjà commencé, avec les joueurs, avec le staff technique administratif, pour aller vers la reconquête de la qualification pour la Coupe du Monde. De Sagara est en train de tout faire pour se libérer pour les fenêtres du mois de février prochain. Donc, s'il se libère, ça va super bien. S'il ne se libère pas, on va faire confiance à Coach Pali. Mais nous travaillons vraiment en interaction. Nous sommes en contact direct à tout moment. Je ne m'inquiète pas pour ça. On se quitte sur ces notes de sport. Merci d'avoir suivi ce journal. Merci à l'ensemble des équipes en régie et bonne suite des programmes sur ITV demain et le reste du week-end. Le 19h45 vous sera présenté par Awa Jobsen. Bonsoir à tous.